le temps que nous avons n'est pas énorme. Et donc, je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique. Peut-être on va sauter aussi quelque chose. Donc d'abord, je ne suis pas une spécialiste des sujets qui ont été discutés ici, parce que je n'ai jamais travaillé dans ce type de région. Et en général, j'ai toujours eu plus affaire avec des gens qui avaient trop d'eau et problèmes d'inondation. Mais de plus en plus, les questions se touchent ou se superposent, et en même temps, on peut avoir les deux conditions. Ça, c'est quelque chose qui est toujours plus présent. Et donc, on doit en même temps réfléchir sur l'abondance d'eau, mais aussi le manque d'eau. Et finalement, le territoire est toujours le même, qui doit s'adapter à ces deux conditions. Je voudrais partir quand même par une question plus physique, disons nous et l'eau, en tant que quelque chose qui est pratiquement la même chose. Donc, nous sommes faits d'eau, et cette magnifique vidéo de Bill Viola qui montre cette personne qui marche et qui est finalement à un certain moment totalement... il devient eau, il est complètement dissous dans l'eau. Mais on pourrait lire aussi la chose à l'envers, à partir de l'eau vers la formation de cet être humain. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé, parce que finalement, c'est vraiment un élément qui traverse toute notre vie et notre corporalité aussi. Notre perception, nos sensations sont vraiment liées aux conditions d'humidité, à la présence d'eau, à notre âge par rapport à la quantité d'eau qu'on contient. Et dans les territoires, c'est un petit peu la même chose. Le territoire est absolument dessiné par l'eau. Et il y a tellement de thèmes qui sont présents dans cette relation que je vais essayer juste en tirer quelques-uns. Alors ici, c'était une recherche sur la ville métropolitaine de Venise, donc le territoire autour de Venise avec sa lagune et ses différentes plaines, la plaine sèche au nord et la plaine humide, et après la plaine qui a été quand même asséchée dans le temps. Donc on est là à moins 1 mètre, moins 2, moins 3 mètres sous le niveau de la mer, et il y a des grandes machines qui permettent de continuer à cultiver là où l'eau, il faut chaque fois faire passer de ces zones assez profondes vers la mer. Donc un travail qui est de plus en plus compliqué et qui nécessite beaucoup d'énergie, et sur lequel on s'interroge sur sa possibilité de continuer à exister. Donc dans ce cas, je pense que ce qui est important quand on regarde un territoire comme celui-ci, où l'eau est partout, et dessine dans le détail tout le territoire, c'est la question du temps long. Vous en avez parlé rapidement. Ce temps long qui est d'abord nécessaire à construire des systèmes de ce type. Attila le disait, les conditions, c'est-à-dire l'esclavage, qui ont permis de construire, parce qu'ici, c'est encore les Romains qui ont en partie fait ça, ou à un certain moment, les moines bénédictins qui, après les ordres barbares, reviennent et reconstruisent ce long travail qui avait été réalisé par les Romains, donc au Moyen-Âge. Et après, tout ça continue à fonctionner, même s'il y a des moments de fracture, par exemple des grandes guerres, etc. Et donc là, on comprend vraiment l'idée de faire un brodel de la longue durée, non ? C'est quelque chose qui continue. Ce sont des actes répétitifs qui continuent, même si les événements sont des événements de rupture, de catastrophe, mais il y a des choses qui continuent à se faire. Et c'est grâce à ça que ces territoires fonctionnent encore aujourd'hui, finalement, de la même façon, avec des problèmes différents qui sont liés au changement climatique et à la raréfaction de l'eau, ou à des événements extrêmes où l'eau est trop présente. Par exemple, je disais des décisions importantes, ça c'est la partie vers la lagune, où on s'interroge sur la possibilité de redonner finalement ce territoire à la lagune. On parle donc des milliers d'hectares qui sont plus bas que le niveau de la mer. Et l'énergie, l'électricité qui est utilisée par ces grandes machines appelées les hydrovores
pour déplacer l'eau à l'extérieur, c'est pratiquement ce que consomme une ville de 100 000 habitants à l'année. Donc, c'est vraiment un coût aussi en termes énergétiques important et aussi une machine complexe que normalement, de laquelle on a perdu même la connaissance. On ne sait pas que ça fonctionne si difficilement, avec toute une série de personnes qui travaillent pour faire fonctionner cette machine, qui doit avoir de l'eau quand il faut, qui doit être sèche quand il faut. Donc, quelque chose qui est quand même, nous parle vraiment d'un langage presque archaïque, hein, qu'on n'est même plus capable de comprendre. Et dans la plaine sèche, on a des centaines de trous. Ce sont les trous de l'excavation des graviers, donc des gravières finalement, une grande partie abandonnée, qui sont là, donc dans une plaine qui en principe n'aurait pas besoin de récolter l'eau, parce que finalement l'eau arrive, elle est très perméable, donc l'eau s'infiltre et va nourrir la nappe phréatique. Donc le cycle semblerait fonctionner. Mais dans le temps, même cette condition de perméabilité a été mise en cause par l'urbanisation, une urbanisation très dispersée, avec des grandes plaques industrielles, avec beaucoup d'enrobés, beaucoup de béton. Et finalement, même la plaine sèche, donc très drainante, elle commence aujourd'hui à avoir des problèmes. Elle n'arrive plus à drainer l'eau. Et donc, il y a des épisodes d'inondation, même dans une plaine qui est finalement faite d'un matelas de 30-40 mètres de gravier. Donc, en principe, une capacité de drainer énorme. Et alors, avec des ingénieries hydrauliques, nous avons fait de cette condition d'avoir des centaines de trous qui sont toujours abandonnés, quelquefois redeviennent un petit peu disons, naturelles, ou créent même des conditions de nature assez spectaculaires, parce qu'on est dans une plaine sèche, où s'il n'y avait pas un système de canaux qui vont irriguer l'agriculture, ce serait un désert de rochers. Et au contraire, grâce à ce système qui a été surtout introduit au Moyen-Âge, dans ce cas, on a pu transformer cette plaine dans une sorte de jardin cultivé. Et quand on laisse ces trous, donc il y a des conditions de nature différentes qui font qu'on trouve un petit boisement du type fluvial à l'intérieur d'une zone qui est en principe une zone sèche. Donc c'est très intéressant parce qu'on comprend comment la nature finalement s'adapte et trouve des solutions là où nous, probablement, on n'aurait pas de solution, mais il y a des conditions, et il faut dire aussi que c'est une vraie déchetterie, c'est-à-dire que là, on a mis vraiment de tout. Comme on fait toujours quand il y a un trou dans le territoire, immédiatement on met des déchets là-dedans parce qu'on ne sait pas où les mettre ailleurs. Et donc, si on va regarder finement le sol, c'est un sol, je dirais, pas vraiment gravement pollué, mais en tout cas, ce n'est pas un sol fertile. Mais cela dit, il arrive finalement à produire une condition d'un petit bois humide dans une plaine qui est sèche. Et donc, ces trous, si on les regarde tous ensemble, c'est un potentiel incroyable pour pouvoir collecter l'eau et alimenter l'agriculture qui a des problèmes évidemment d'irrigation et surtout l'été quand normalement l'eau arrive des montagnes, arrive des lacs artificiels qu'on a réalisés dans les Alpes et on transporte l'eau dans l'agriculture. Mais en faisant ceci, on va priver les lacs alpins de l'eau et les lacs alpins sont des situation économiquement très importante parce qu'il y a beaucoup de tourisme qui va justement chercher l'eau dans les Alpes, la fraîcheur, etc. Et donc c'est vraiment le moment le pire pour leur prendre cette eau si précieuse. Et au contraire, ici, on aurait déjà au niveau de la plaine tout un réseau de bassins qui pourraient contenir donc, cette eau. Ceci pour dire que là, on transforme vraiment les paysages. Donc, le paysage de l'eau, ce sont des transformations énormes et incroyables. Mais on a aussi affaire avec ces deux disons, conditions de rationalité. Je dirais la rationalité de l'eau, donc l'aspect gravitaire, les masses, la vitesse, etc., qu'on doit bien comprendre. Mais après, nous avons essayé de transformer leur
cette rationalité. Et moi, je parle de rationalisation, c'est-à-dire on a adapté la rationalité de l'eau à notre propre besoin, à nos propres besoins. Et avec ça, on a transformé, on a créé des écologies qui n'existaient pas, qui ne devraient même pas exister probablement en nature. Et donc, on a construit une nouvelle condition dans laquelle les différents systèmes sont tous ensemble. Et c'est très compliqué aujourd'hui de prendre des décisions là où ces deux systèmes, donc ces deux rationalités, la rationalité, disons, de la nature, dans ce cas de l'eau, et la rationalisation, ce processus de transformation que nous avons introduit, c'est très difficile de séparer, de prendre une décision sur l'une qui n'aurait pas des conséquences difficiles sur l'autre. Et donc, finalement, on doit s'adapter à ces écologies hybrides qu'on doit bien comprendre, parce qu'il faut comprendre en même temps la rationalité de l'eau et la rationalisation qui investit l'eau. Pour être rapide, aujourd'hui, il n'y a personne qui connaît vraiment comment fonctionne ce système. Les différents centaines, milliers de petits canaux qui sont là-dedans, il n'y a pas une carte. Il n'y a personne qui sait exactement comment l'eau va d'une partie à l'autre, bien que nous avons des institutions spécifiques dédiées à l'eau, qui s'appellent les consorts, qui traitent toutes les questions de l'eau, qui vendent aussi l'eau aux agriculteurs. Mais si vous discutez avec eux, vous trouverez cette incapacité d'avoir une idée de comment exactement, dans un territoire qui s'est construit pendant des siècles, et à un certain moment a mis à côté certaines infrastructures, on en a ajouté des autres, quelquefois on utilise des morceaux, des fragments des infrastructures précédentes. Donc finalement, c'est un niveau de complexité que nous n'avons pas la possibilité de traiter. Donc la longue durée, certainement, cette répétitivité, et l'aspect aussi que ce sont souvent des comportements, des usages collectifs, pas que publics. Donc la responsabilité n'est pas que à l'État, c'est une responsabilité aussi collective d'entretenir, de faire fonctionner chaque petit morceau de ce réseau hyper complexe, et les événements extrêmes qui demandent d'ajuster, d'adapter un système qui est désormais hybride, semi-naturel, semi-artificiel, qui est quelque chose d'un petit peu étrange. Alors, un autre thème que j'aimerais poser, c'est quelque chose en travaillant sur l'espace bleu, on l'avait appelé comme ça, de l'Eurométropole entre l'île Tournai et Courtrai. On est parti de ce que le grand géographe français Paul Vidal de la Blache écrivait dans le tableau de la géographie de la France, que pour cette partie de l'Europe, le trait commun était l'eau. Donc l'eau comme trait commun de territoires différents, politiquement, administrativement différents. Et ça, c'est une question fondamentale quand on traite le sujet de l'eau, de comprendre que l'eau n'a pas les mêmes limites que nos politiques. Et traiter cet aspect non seulement comme une contrainte, donc évidemment il y a toutes les questions sur les sages, les SDAGE, etc. Il y a une planification sur ça, mais surtout comme une question culturelle. Non? Là, c'est le trait commun. Dans cette proximité, la proximité à certaines formes, par exemple de l'eau, et l'hypothèse de traiter l'eau comme élément fédérateur, au-delà des limites. Et dans ce cas, cette eau, encore une fois, c'est très complexe, parce que oui, il y a l'eau qu'on voit, il y a l'eau des rivières et des canaux, mais il y a surtout les nappes, pas la nappe, les nappes. Il y a plusieurs nappes, et c'est très intéressant parce qu'on pourrait vraiment connecter l'histoire industrielle, par exemple, qui a surtout de cette partie, on est quand même pas loin du grand bassin du charbon, qui a utilisé surtout la nappe du calcaire carbonifère, qui est la plus profonde. Donc cette nappe, aujourd'hui, elle a presque complètement été terminée. Et on a une nappe très superficielle, qui est une nappe très superficielle, plus superficielle que la nappe des sables, mais c'est une nappe qui la qualité de l'eau n'est pas très intéressante, donc c'est plutôt du côté des Flandres. Donc les Flandres ont une nappe, oui, mais une nappe de laquelle on n'arrive pas bien à faire grand-chose. Et après, ils ont une nappe météorique
mais elle aussi, elle est assez pauvre. Donc finalement, la nappe qui permet à ce territoire de vivre, c'est la nappe de la Craie. Et la nappe de la Craie est presque totalement un territoire de l'île, donc français. Et c'est pour ça que déjà là, on comprend une question géopolitique. Par exemple, les Flandres qui doivent acheter de l'eau du côté de l'île, parce que les Flandres n'ont pas de nappe. Et en plus, les Flandres, et on le verra aussi après, sont vraiment de sable. Une grosse partie des Flandres, c'est appuyé sur du sable. Et donc aujourd'hui, les Flandres sont parmi les Flandres belges, sont parmi les parties de l'Europe les plus touchées par le changement climatique à cause de cette condition du terrain. Donc, on a parlé de canaux, de rivières en tant que couloirs, où la dimension linéaire, c'est la plus importante. On a tous ces aspects capillaires qui sont partout, cette eau qui est partout, parce que la topographie, c'est une topographie qui n'est jamais plate. Elle semble plate, mais elle n'est pas du tout, elle continue à bouger. Et après, tous ces aspects liés aux nappes phréatiques. Et donc, sur ça, on a organisé avec toutes les universités qui sont là autour des summer schools. On a construit une sorte d'atlas de l'eau et on a discuté avec les différentes communes une série d'actions. Donc, je passe très rapidement sur le fait que quand on parle d'eau, on a des centaines d'acteurs. La complexité de l'eau est liée aussi au fait à la quantité d'acteurs qui sont là-dedans, que la représentation doit évoluer le plus possible, et la question de l'eau est vraiment une question de représentation aussi, qui est fondamentale pour exprimer nos idées, nos hypothèses. Là, c'était juste une très longue coupe qu'on avait fait avec les étudiants qui réfléchissaient beaucoup sur cette coprésence des différentes nappes avec leurs qualités, mais aussi la nécessité de travailler à plusieurs échelles. L'échelle du paysage dans lequel on est, dans ce paysage, on y est, et aussi les conséquences systémiques et structurelles, une fois qu'on commence à imaginer certaines actions qui peuvent se répéter 100 fois, 1000 fois, et qui vont changer donc au niveau vraiment structurel le territoire. Et à la fin, on était arrivé à quelque chose d'un petit peu plus simple pour commencer à réfléchir à un parc de connexion qui a vraiment comme rôle fondamental celui de connecter plusieurs parcs qui existent déjà et qui s'appuient à ces réseaux. Et c'est assez impressionnant de voir que, oui, les grandes rivières, etc., font 300 km linéaires, mais les capillaires sont déjà 5400 km. Et si on met tous les cours d'eau, on arrive presque à 6000 km, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de longer l'eau, qui est pas presque, parce que les scientifiques le disent très clairement, c'est fractal. On retrouve cette fractalité à toutes les échelles. Et ça, c'était une des cartes. Et après, ils ont commencé à réaliser, en effet, des parties de ce système fractal. Toujours dans les Flandres, ici, on est dans la ville de Gand. On a fait un travail assez intéressant à un certain moment qui a été exposé à la Biennale de Rotterdam. Et donc, la chose qu'on a essayé de mettre au cœur d'une pensée pour le futur de cette aire métropolitaine autour de la ville de Gand, qui a un port aussi très important, c'est que finalement, on a des points de vue différents. Non? Dans tous les sujets que nous abordons et que vous abordez, on a toujours des visions du monde qui se confrontent. Alors, mon problème, en tant qu'urbaniste, architecte, concepteur, c'est mais nous pensons vraiment de pouvoir arriver à mettre tout le monde d'accord sur une vision du monde. Est-ce que ça, d'abord, ça n'est pas possible, il n'y a même pas une autorité qui pourrait le faire, mais est-ce qu'on le veut en plus? Est-ce qu'on veut homogénéiser tout ça? Ou on veut essayer de travailler avec une pluralité de visions du monde. Alors pour moi, il n'y a pas assez de discussion sur cet aspect. Moi, ça fait des années que de temps en temps, je reprends ces questions, parce que moi, je trouve qu'une démocratie doit être capable de faire coexister plusieurs visions du monde. Et alors, dans ce cas, on a fait cet exercice et qu'on a après testé avec les fonctionnaires de la province, la région flamande, et dans des discussions publiques,
de essayer de donner une représentation à ces différentes visions du monde. Donc, non seulement les décrire avec des mots, mais les dessiner dans le territoire. Parce qu'une fois qu'on les spatialise, on commence à réfléchir peut-être mieux sur certaines conséquences possibles. Donc, la première vision du monde est celle qu'on appelle le cradle to cradle, donc du berceau au berceau, non, je pense en français. Et c'est une vision, évidemment, qui introduit la circularité, oui, mais d'une façon encore très utilitariste et très fonctionnelle, non? Et dans ce cas, donc, le territoire essaie de garder toutes ces possibilités d'économie, par exemple. Donc, il n'y a pas une réflexion drastique sur les formes de l'économie, sur le système économique. On l'accepte et on essaie de travailler sur sa circularité qui permet de perdre moins, d'avoir moins de déchets et de pouvoir réutiliser, non? Mais on sait bien que ce mécanisme n'est jamais parfait, qu'il y a des pertes et qu'à la fin, on est presque obligé à consommer plus pour que la roue ne s'arrête pas. Mais c'est une vision très forte aujourd'hui, la première, très très forte. Et c'est aussi la confiance dans la technologie capable de résoudre les problèmes. Le métabolisme, alors, devient une question de technique, de technologie capable de faire fonctionner la machine. Difficile de se débarrasser de ce groupe de vision. La deuxième, ça commence à mettre en discussion le système, donc c'est celui de la décroissance. Dans cette décroissance, on imagine que, évidemment, on va vers plutôt l'autosuffisance. Et donc, finalement, tout ce système est dispersé, parce que revenons sur le fait qu'on parle d'une ville totalement diffuse, c'est celle de pouvoir imaginer de nourrir chaque petit village, de faire de façon à retrouver une échelle de proximité. Et vous voyez, vers le nord, le noir ici, c'est la mer. Là, on commence à comprendre qu'avec le rehaussement du niveau de la mer, on aura des problèmes. Il faudra là aussi commencer à céder quelque chose à la mer, au moins les parcelles les plus basses, certainement, ce sera difficile de les protéger. Et donc, on ne va pas remettre en discussion totalement le port industriel, qui est évidemment fondamental, au contraire, comme lieu de production aussi d'énergie dans le premier scénario, mais on ne fait rien pour le faire fonctionner mieux, pour le rendre plus efficace. Donc, finalement, il est un petit peu dans un déclin lente, non, qui permet de repenser aussi certaines de ces zones. Et sur la mobilité aussi, évidemment, il y a beaucoup moins d'investissements sur la mobilité rapide. Donc finalement, on commence à ralentir, non, un petit peu tout. Mais le troisième, qui est pour moi le plus intéressant, c'est celui d'introduire la pensée de l'écologie profonde à l'intérieur de nos projets. Alors, quand on fait des projets, c'est quelque chose que moi, j'essaie toujours de faire. Il y a quelques limites de compréhension, d'accord. Mais au moins, dans une vision, on peut se permettre vraiment de dire, OK, imaginons ce territoire où c'est vraiment la primauté et au système écologique, auquel nous participons aussi, évidemment. Et alors, dans ce cas, on commence à aussi démanteler certaines choses. On laisse évidemment toute la partie au nord, on la laisse à l'eau, parce que c'est l'eau qui va justement à l'eau et à la biodiversité qui va avec, les nouvelles zones humides, etc. Et après, on peut peut-être trouver une façon de coexister avec tout ça, d'habiter avec ces écologies qui reprend un petit peu leur force, parce que finalement, nous appartenons aussi à ces écologies. Et donc, là où c'est vraiment nécessaire d'ajouter quelque chose, on le fera une fois qu'on a compris quelles sont les dynamiques écologiques et comment nous, on peut coexister avec elles. Donc, finalement, tout ça, évidemment, la question n'est pas de prendre une position, parce qu'on a dit qu'on veut une possibilité d'un projet qui soit partagé. On a commencé à discuter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence toujours en disant « Ah non, l'écologie profonde, mais pas du tout, on ne va même pas la discuter, non ?» Mais après, quand on parle, quand on rentre dans les cartes, et on regarde exactement qu'est-ce que ça veut dire passer à travers
ces différentes visions du monde, on voit qu'il y a quelques éléments qui sont quand même communs. Ou qu'en tout cas, on pourrait accepter parce qu'on ne le considérerait pas immédiatement un élément idéologique, mais plutôt un élément presque pragmatique, fonctionnel, qui nous permettrait de faire fonctionner mieux certains aspects. En tout cas, on a des problèmes d'inondation, on a des problèmes de sécheresse, on doit adapter l'agriculture, tout ça, en tout cas, on doit le faire. Ce n'est pas qu'un choix nous permettrait de ne rien faire. Il n'y a plus cet espoir. Et donc, la chose que je trouvais très intéressante, mais qu'après, évidemment, il faudrait la continuer, c'est qu'on arrive à se donner quelques points communs. Et peut-être, c'est à partir de ce point commun qu'on pourrait alors faire un vrai projet qui permettrait de traverser la transition. Voilà, alors, maintenant je voudrais entrer avec un petit peu plus de détails dans une expérience qui a quelques années, parce qu'elle a désormais 25 ans, presque plus, parce qu'elle a été terminée à la fin des années 99, donc vraiment 25 ans, 26 ans. Et c'est une expérience que je voulais décrire un petit peu mieux, parce que c'est dans une partie de l'Italie où la question de la sécheresse est déjà beaucoup plus fondamentale. Et vous voyez là où se trouve le Salento. Le Salento, c'est un territoire merveilleux qui a aujourd'hui un nouveau problème qui n'existait pas à l'époque, qui est la maladie qui a touché les oliviers. Les oliviers du Salento étaient les plus beaux de tout le sud de l'Italie, les plus anciens, souvent des oliviers pluricentenaires. Ils ont été attaqués par cette maladie qui s'appelle la xylelle, qui voyage en plus, qui est en train de remonter la péninsule. Elle a fait des dégâts énormes et il n'y a pas encore vraiment une solution par rapport à ça, parce qu'elle entre dans l'arbre et il n'y a plus rien qu'on puisse faire. L'arbre, il va mourir. Mais disons, à l'époque où nous on était là, la xylelle n'était pas présente et on avait plutôt un autre problème qui était celui de comment cette ville contemporaine était en train de changer les caractéristiques des petites villes moyennes et des villages du Salento, c'est-à-dire cette dispersion, cette ville diffuse. Ici, vous voyez comment la ville, le rouge, c'est les dernières 30 ans, hein, et montre comment les formes, enfin, les morphologies vraiment urbaines étaient en train de changer. Et on était tous dans le sud de l'Italie tranquilles sur le fait que c'était juste un problème du Veneto, de la Lombardie, la ville diffuse. Nous, la première chose qu'on a dit est, écoutez, peut-être que vous avez le même problème, avec des formes différentes, évidemment, et avec des conditions aussi économiques différentes, mais quand même, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Et donc, c'était l'époque dans laquelle on discutait de cette Europe qui était d'un côté allée vers une sorte de gassification, de dispersion totale, et de l'autre, politique, tentative d'essayer de resolidifier un petit peu ce système. À la fin, on a vu que les deux choses se sont passées en même temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe est plus dispersée, et en même temps, on a beaucoup travaillé sur la densification. Donc, on a fait les deux, ce qui peut-être n'est pas un grand résultat, je dirais. En tout cas, à l'époque, c'était des comparaisons entre le Salento et le Veneto, juste pour dire, vous voyez que ce n'est pas juste là, mais aussi en termes d'infrastructures. Le Salento est beaucoup moins infrastructuré. Si on regarde les autoroutes, il n'y en a pas. Mais finalement, un territoire, c'est un petit peu pas vraiment la bonne définition, mais un territoire qui avait une quantité, un dépôt, encore une fois, de siècles de travail de ce territoire, et un dépôt fortement lié aussi à l'agriculture, donc de parcours, de voiries, petites voiries, des rues agricoles, vraiment, mais finalement avec cette possibilité de se déplacer partout dans le territoire. Et les images fortes, l'image de la planification était celle où le gris, ce serait donc la campagne, et les parties colorées, ce seraient les parties urbaines, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que nous, on voyait. Là, on avait un petit peu triché légèrement sur la dimension des pixels, mais parce qu'on voulait vraiment imposer une nouvelle image, imposer dans le bon sens, obliger les gens à ouvrir les yeux et regarder le fait que
même si la planification parlait de centre et de campagne, ce n'était pas du tout l'expérience de quelqu'un qui se déplaçait dans ce territoire. Et ce territoire, ici, vous voyez un petit peu les différentes caractéristiques, les différents types d'agriculture, etc. Mais ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce type de dispersion très, très moléculaire et qui intéressait justement les champs cultivés où on rentrait. Et on avait bien compris que les grandes plantations d'oliviers avaient plutôt résisté à cette sorte d'invasion subtile. Et donc, c'était comme des barrières naturelles, je dirais, à cette dispersion qui se réalisait dans le reste, et surtout dans les parties de mosaïque agricole, des petites parcelles qui permettaient plus facilement de s'infiltrer. Et alors là, la question était, oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines décennies? Comment on peut essayer d'anticiper? Quelle serait une direction possible? Et là, on avait fait une série de scénarios que je ne vais pas vous expliquer parce qu'ils sont évidents, en tenant compte des tendances qui étaient à l'époque. Et le grand risque, disons, il avait aussi celle d'imaginer tout le nouveau sur les pourtours, c'est-à-dire la côte, parce que la côte est clairement la partie la plus intéressante, juste la vue de la mer, etc. Le tourisme qui a beaucoup augmenté après cette réflexion, et donc clairement, là, il avait un gros souci. Mais la question était, quels sont les arguments qu'on a pour dire que ça ne devrait pas se passer? Au-delà des arguments, je dirais, héritage, paysage, mais est-ce qu'on a des arguments un petit peu plus durs, non? Alors, avec notre géologue, on a essayé de comprendre, d'abord, on est dans le sud, la rhétorique, il n'y a pas d'eau. La réalité, c'est que le Salento est suspendu sur une citerne d'eau douce, magnifique, sous laquelle il y a l'eau salée. Donc, c'est tout un système de strates avec ces grands dépôts d'eau douce qui déjà change complètement l'idée que c'est un territoire où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de rivière en surface, mais sous, il y a tout un parcours d'eau qui est incroyable. Et donc, il y a une grande richesse, mais cette richesse est mise à risque par l'utilisation de puits, d'extraction d'eau, qui vont toujours plus en profondeur, qui vont extraire l'eau douce pour l'agriculture et pour tout le reste. Et tout ça, évidemment, a créé des conditions de remontée de l'eau salée. Un phénomène qu'on trouve partout dans la Méditerranée et aussi très forte dans le cas du Salento. Et donc, même si on ne les voit pas, on a quand même des bassins de drainage donc, qui drainent les eaux à l'intérieur de cette région. Déjà, il y a 30 ans, vous voyez que l'intrusion de la mer à travers donc, cette captation d'eau, donc d'eau saline, était déjà hyper importante. Et après, tout ça avait donc créé des problèmes sur la qualité, la capacité donc, de régénérer ce grand dépôt d'eau citerne qui se trouve sous le Salento. Et donc, on est arrivé finalement à quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Le Salento, c'est un territoire très, comment dire, c'est vraiment unique. Non? C'est un territoire qui est utilisé dans toutes ses parties par ses habitants, qui vont se baigner d'un côté ou de l'autre côté suivant le vent. C'est vraiment un territoire très homogène aussi, d'un point de vue culturel. C'est un territoire qui ne fait pas de différence. Non? Si vous êtes au sud ou au nord, oui, évidemment, il y a des différences historiques. Mais fondamentalement, c'est une petite région où on habite très bien. Et on est tous les habitants sont hyper contents d'habiter dans cette région. Oui, il manque un petit peu d'emploi, mais disons, c'est pas... Et finalement, cette question de l'eau génère des différences marquées entre les différentes parties du territoire. Pour la première fois, il ne peut plus se penser comme un seul territoire. Il y a un territoire blanc, celui le long de la côte,
où on ne peut pas, il faudrait fermer tous les puits. Il n'y a plus rien à faire. Il faut absolument laisser tranquille ce pauvre nappe et vraiment ne plus prendre un mètre cube d'eau. Après, il y a le gris intermédiaire qui est une partie où il faut faire le possible pour recharger donc cette citerne d'eau et être très très prudent dans l'utilisation de l'eau qui est dans cette grande citerne. Et le seul lieu dans lequel on peut encore se permettre d'extraire de l'eau, mais d'une façon un petit peu plus réglée, parce que le problème c'est que ces centaines, milliers de puits sont en grande partie illégaux, donc il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut. Serait la seule partie où on pourrait encore extraire de l'eau. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une géographie qui a en même temps des droits, des pouvoirs, des acteurs, des politiques et des paysages aussi, parce qu'à la fin, ça change les paysages aussi. Donc, si vous continuez à extraire de l'eau dans la partie blanche, ben, vous aurez la désertification qui est déjà hyper avancée, qui va détruire tout ce que vous cultivez, déjà sur les parties proches de la mer. Si vous ne rechargez pas, ben, vous aurez toujours moins d'eau. Et vous devrez aller encore plus en profondeur avec des conséquences catastrophiques aussi, vraiment sur l'interruption des différentes couches de roches. Et donc, c'est quelque chose qui dit, mais là on parle de vie, on parle vraiment de conditions de vie. Est-ce qu'on peut continuer ou non à habiter dans ce territoire? Et pour moi, c'était vraiment fondamental de poser la question comme à l'époque, j'aurais dit une question politique. Aujourd'hui, je dirais une question biopolitique. Très claire. On n'a pas tous le même droit, suivant où nous habitons. Et ça, c'est un message qui est un message difficile, mais c'est un vrai changement de posture. Et après, voilà, tout ça avec la question de l'évolution de la biodiversité, parce que la désertification est aussi en train d'appauvrir le Salento, qui a très peu de forêts, par exemple, presque zéro forêt, c'est tout cultivé. Mais par exemple, il y a toute une série de situations, ça on l'a fait beaucoup plus récemment, on a travaillé sur une des communes, et donc l'idée est vraiment de travailler avec cette morphologie territoriale pour que les lieux qui naturellement pourraient accueillir plus d'eau, plus d'humidité, la garder, puissent fonctionner au lieu de mettre dans ces parties, vous voyez la partie là où il y a le petit bleu, ne pas mettre, par exemple, une grande voirie destinée aux zones industrielles exactement là-dedans, parce que c'est ça qu'on fait. Et dans les lieux qui seraient les plus adaptés à recevoir l'eau qui arrive, justement, vous voyez les coupes, hein, on a ce système de serres qui traversent, les serres sont une sorte de chaîne de collines qui traversent tout le Salento, et donc il y a beaucoup d'eau qui arrive de là, mais c'est justement dans ces plaines qu'on va mettre, par exemple, les zones industrielles, les zones productives, les centres commerciaux, etc. Donc, encore une fois, avec une lecture des formes territoriales, on peut peut-être imaginer de travailler différemment avec le territoire. Et après, le territoire lui-même, c'est un jardin cultivé magnifique dans lequel voilà, les différentes cultures peuvent s'exprimer. Donc, pour moi, c'était une vraie leçon sur l'idée des différences, sur le fait que, justement, on habite des lieux. Les lieux ont des caractéristiques qui sont plus ou moins adaptées, et nous, on doit faire avec, et on doit essayer de vraiment considérer où nous sommes. Ça, la tour l'a dit très bien, mais en tout cas, mettre les pieds par terre et ne pas penser d'être n'importe où. Et le dernier petit récit, ça concerne un travail plus récent, donc la Vesdre. Ici, nous sommes encore dans une condition d'inondation, mais avec un mais assez important. Donc, il y a quelques années désormais, il y a eu ce camp d'inondation dans une vallée de la Wallonie, la vallée de la Vesdre, à côté de Liège. Ce matin, quelqu'un parlait, ou cet après-midi parlait, non, ou peut-être c'était Alessandro qui disait quelque chose sur cette énergie qui est après la catastrophe, non?
cette photographe, Annick Parrott, a vraiment pris ces gens qui sont là, on les voit, non, ils sourient, le sourire est là, l'énergie, ils ont envie de faire quelque chose ensemble. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, on a mis vraiment comme objectif, non, de ce schéma stratégique l'idée d'utiliser la catastrophe comme une occasion pour penser le futur. Ce qui ne veut pas dire juste se préparer à la prochaine catastrophe, mais ça veut dire toucher aux questions que le territoire nous propose, y compris les questions qui étaient déjà là avant la catastrophe. Par exemple, le déclin industriel, la pauvreté dans les zones qui sont plus à risque. Tout ça, c'est pas la Vesdre qui a créé des problèmes. C'est des problèmes qui existaient auparavant. Et donc, d'utiliser cette occasion pour penser la transition. Et ça, c'est un programme qui est vraiment différent de l'idée assez fréquente de se préparer. Non, c'est le concept qu'on utilise beaucoup dans la littérature anglo-saxonne, la preparedness. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste se préparer, c'est vraiment essayer de toucher aux questions. Et donc, la Vesdre a pris son espace, donc on peut que reconnaître qu'elle a pris son lit majeur. Et donc, les climatologues, ils ont introduit quand même un aspect très important. Nous avons fait ce travail avec l'Université de Liège, avec tous les experts, et en disant que finalement, il y aura 2 à 3 épisodes du même type jusqu'à 2050, ce qui est catastrophique. Mais en même temps, après 2050, ce sera certainement la sécheresse le problème principal. Donc, ça veut dire que imaginer un changement territorial capable de construire une résilience à l'inondation n'a aucun sens parce que le temps nécessaire, on est déjà dans une autre époque et ce sera plutôt la sécheresse, les feux, etc. Donc, on a dû commencer à réfléchir sur un potentiel de résilience de tout le territoire, dans toutes ses composantes, au même temps à la quantité, à l'abondance d'eau, mais aussi au manque. Et ça veut dire travailler vraiment sur chaque centimètre carré du territoire. Tout doit participer à ça, parce que sinon, il n'y aura aucune possibilité de traiter déjà la question. Et donc, il y a tout ce qui concerne revenir à une condition de nature différente de celle qui a été créée après et pendant la révolution industrielle, c'est-à-dire ces plantations de résineux qui ont complètement désertifié toute une grosse partie, la moitié presque de la vallée. Et donc se préparer, déjà penser de revenir en arrière sur des fonctionnalités écologiques qui avaient le sol auparavant, qui était un sol, maintenant le terme ne me vient pas, mais comment on dit, j'ai le terme en anglais, le peat, non, un sol éponge, hein, un sol qui contient beaucoup d'eau, et qui était exactement à l'opposé du sol qui sert pour faire une forêt de résineux. Donc, on a drainé toute l'eau pour mettre les résineux. Et aujourd'hui, c'est comme un plan de billard. Tu vois, l'eau va à une vitesse impressionnante vers le fond de la vallée. Donc, il faut vraiment profiter du fait que ce cycle des résineux est presque à la fin et vraiment imaginer des opérations mais vastes. Ici, vraiment, on parle de milliers d'hectares, encore une fois, qui pourrait redonner une certaine capacité d'éponge à ce sol, qui n'est pas suffisante, mais qui peut être aidée, disons, par un dessin, que vous voyez un petit peu dans la petite coupe, qui permet d'avoir un petit peu plus de capacité de contenir l'eau. Même chose sur l'agriculture, qui doit retrouver la présence d'arbres, de végétation, de haies qui permettaient de freiner l'eau. Et ceci est important non seulement pour l'inondation, pour freiner l'inondation, mais aussi pour la sécheresse, parce que c'est l'humidité que vous gardez à travers les racines. Et tout ça, ça veut dire repenser les grands paysages de la vallée de la Vesdre, les repenser complètement. Ce sont des changements énormes. Et
les ingénieurs, les hydrologues montrent bien comment, juste en travaillant sur, par exemple, le bocage, on arrive à diminuer l'écoulement de l'eau, la vitesse et la quantité d'eau qui s'écoule vers la plaine d'une façon vraiment fondamentale. Et tout ça touche à l'agriculture, à comment on imagine de cultiver dans le futur. Et tout ça parce qu'évidemment, le problème, il se trouve en amont. Les dégâts sont en aval, mais le problème est créé en amont. Et donc, ce système évident de responsabilité et de solidarité nécessaire fait qu'on doit poser la question, évidemment, à l'échelle du bassin versant, et ça, c'est désormais banal, mais on le fait très rarement encore. Et les gens qui habitaient sur les plateaux, ils ne s'étaient même pas rendus compte de ce qui se passait dans le fond de la vallée. Et dans le fond de la vallée, ce sont les couleurs les plus vives, ce sont les personnes les plus fragiles, les plus pauvres qui se trouvent. Donc là où il y avait une rivière, là il y avait à côté des rivières les anciennes maisons aussi des travailleurs de l'industrie, mais désormais des nouvelles populations immigrées qui sont celles les plus fragiles. Et après, on doit considérer le fait qu'on a une planification, encore une fois, qui est totalement hors de la plaque, permettez-moi cette hypothèse, cette expression, parce qu'on continue à voir des zones rouges, c'est-à-dire constructibles, là où il y a du risque. Et alors, on doit décider qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou on veut vraiment décider qu'il faut changer quelque chose? Et le dialogue pour la solidarité, c'est évidemment majeur parce qu'on doit se mettre un petit peu d'accord sur cette idée de solidarité. Et moi, je pense que la question de l'eau permet d'une façon très limpide de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être solidaire. On peut le comprendre, vraiment. Parce qu'elle permet de comprendre où sont les responsabilités. Elles sont diffuses, elles ne sont pas que dans une seule partie. Surtout, elles ne sont pas là où il y a le plus de problèmes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui modifie la façon de regarder à la question de la solidarité. Donc, c'est vraiment ceux qui n'ont pas été touchés qui doivent être solidaires et qui doivent donc transformer leur agriculture, leurs grandes plaques industrielles, leurs grosses voiries, etc., qui ne font que générer du runoff, de l'écoulement d'eau vers la plaine. Et donc la solidarité a été une partie très importante de notre travail et le dialogue avec les différentes communes, les populations, les associations, etc., ça a été hyper fondamental. Et nous l'avons testé, ce dialogue, sur les scénarios surtout. En particulier, le couple que vous voyez, le 1 et 2, c'est-à-dire futur sans rupture, et le deuxième scénario, ce que veut la rivière. Donc on a mis la rivière comme le sujet autour duquel on discute. Qu'est-ce que veut la rivière? Finalement, les gens ont compris ce que la rivière voulait. La rivière s'exprime avec son langage, elle a occupé son espace. Et donc, de l'autre côté, on a l'idée que, OK, c'est passé, on va s'adapter le minimum nécessaire et on va refaire surtout tout ce qu'on avait déjà avant, on le refait. Ce qu'on a fait, en effet, les interventions qui ont suivi la catastrophe ont été des interventions qui refaisaient ce qui était déjà là auparavant, même en plus avec le support des lois qui demandaient de refaire comme c'était auparavant. Et donc, on a reconstruit des choses là où il ne fallait pas. Et ce dialogue n'a pas été très simple parce que, justement, se dire qu'est-ce que veut la rivière oblige à constituer, disons, des priorités différentes, de mettre des sujets différents en premier plan. Et donc, au début, ils étaient un petit peu préoccupés, les habitants. Ils nous disaient, mais là, qu'est-ce que vous voulez que nous, on s'en aille? Vous voulez déserter la vallée? Mais heureusement, il y en avait d'autres qui disaient, oui, mais en tout cas, la nature, elle est plus forte que nous. Elle l'a démontré. Et donc, en tout cas, elle va reprendre ses droits. Donc, on a commencé à parler de droits, justement. Et finalement, ce dialogue a été hyper intéressant parce qu'il nous a permis finalement d'arriver à un certain nombre de points qui construisent un petit peu cette vision. Pendant que les ingénieurs, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais je vais laisser passer juste les images. Pendant que les ingénieurs hydrauliques
travailler sur un modèle de simulation, de façon à pouvoir finalement, aujourd'hui, une année après la conclusion de notre travail, de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ce modèle de simulation, maintenant, c'est le nouveau grand acteur qui est entré sur la scène, et il y a même des élus et des ministres qui disent maintenant on a le modèle, donc c'est le modèle qui va choisir. Non, mais le modèle ne choisit pas. Et les ingénieurs hydrauliques sont bien attentifs à ne pas prendre des responsabilités sur le niveau de danger, de risque qu'une société doit prendre. Ils sont très attentifs à ne pas être responsables de ce choix. Mais les élus, au contraire, ils n'aiment pas du tout prendre ce choix. Et donc on regarde les ingénieurs en disant non mais c'est le modèle qui décide. Non, le modèle ne décide pas. Le niveau de risque. Et alors les ingénieurs regardent nous, les urbanistes, ceux qui travaillent avec la société, l'espace. Mais nous, on peut seulement dire c'est une question à discuter. Ce n'est qu'à travers un dialogue qu'on peut se mettre d'accord sur jusqu'où on peut être et on veut être résilient. Parce que là, c'est tout un passage culturel énorme qu'on ne peut pas faire comme ça. Ce n'est pas un plan qui le fait, ce n'est pas un chemin stratégique, c'est un dialogue profond et continu, dans lequel on parle de choses vraiment de base, qui concernent l'habitabilité, qui concernent la vie possible. Et c'est un dialogue auquel doivent participer tous ceux qui ont quelque chose à dire. Mais justement, c'est ça qui rend les choses très compliquées. Donc, la conclusion, c'est que ce type de projet pourrait s'occuper vraiment, il s'occupe en effet de transformation économique, de transformation de paysage, de transformation écologique et de transformation culturelle dans la direction d'une horizontalité de relations qui est très difficile à imaginer, de diminuer le poids de certains des acteurs, essayer de mettre tout le monde autour d'une table, y compris la veste, y compris l'eau. Et voilà, c'est un travail dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas du tout simple et ce n'est pas dit qu'il arrive à quelque chose, mais je pense qu'on ne peut rien faire de différent. Et c'est pour ça que dans une expo qu'on a organisée à l'EPFL, qui avait comme titre « L'eau dessine », ou beaucoup mieux en anglais, parce que Water Designs, on peut le lire dans les deux sens, c'est l'eau qui dessine, mais c'est aussi le projet de l'eau qui est toujours plus présent dans le travail qu'on fait sur les villes, sur les territoires. Les villes et les territoires sont des laboratoires incroyables pour justement étudier et penser le futur. Et donc, nous avons organisé 4 points de vue le long d'une timeline, donc une sorte de frise chronologique, avec ces 4 perspectives différentes, qui sont celle qui est propre à nous, la conception urbaine, paysagère, territoriale, et aussi l'art. L'art est aussi très proche aussi de certaines réflexions de ce type. La pensée environnementale et technique, parce qu'il y a des concepts magnifiques que les ingénieurs utilisent, mais à mon avis, ils touchent juste à... Ils sont très rigoureux, évidemment, mais nous, avec notre imagination, on pourrait faire quelque chose avec ces concepts, je pense. L'écologie politique, parce qu'évidemment, on ne fait que parler d'écologie politique ici, et de biopolitique. Et après, l'évolution législative sur l'eau, qui est quand même hyper intéressante, parce que souvent, les lois sur l'eau ont été capables de vraiment traîner tout le monde des concepteurs, tout le monde des ingénieurs vers une direction. Et la loi n'est pas toujours ça. La loi, souvent, c'est la mise à plat, je dirais, de ce qu'on a déjà décidé. Mais dans le cas de l'eau, et je ne sais pas exactement pourquoi, elle a quand même une capacité d'anticipation. Prenez justement la directive européenne sur l'eau, elle a eu une capacité d'anticiper une série de problèmes. On n'est pas encore arrivé à la comprendre totalement, cette directive de l'eau. Tellement elle est riche, intéressante et vraiment ouverte vers un futur de transition. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir vraiment faire évoluer ensemble ces 4 pensées
Et maintenant, nous sommes en train de faire un livre sur ça, parce que je pense que c'est important de connecter justement ces différentes dimensions. Et aussi, éventuellement, de comprendre quelles sont les... Là, je m'arrête. De comprendre lesquelles sont les contradictions que tout ça génère. Parce qu'il y a 1000 contradictions une fois que vous mettez ces 4 parcours. Il y a des potentiels, mais il y a aussi des points de friction. Et je pense que c'est absolument fondamental qu'on commence à les regarder ensemble, les 4 ensemble, en mettant le thème de la résilience qui est toujours liée à des formes de solidarité. Je suis convaincue qu'il n'y a aucune résilience possible sans des formes de solidarité. Et l'eau nous demande des formes de solidarité spécifiques, mais on pourrait bien élargir ce thème à beaucoup d'autres sujets, d'autres questions. En tout cas, l'eau met le thème de la solidarité comme base de toute réflexion. Merci beaucoup. Pour conclure cette, je dirais, aussi après-midi un peu italienne, parce qu'il y a une vocation très italienne avec Attilio, Paola et maintenant ce qu'on vous propose. On aborde un peu le thème conclusif qu'on a un peu déjà anticipé pendant la discussion, la table ronde, que c'est la question des eaux, de la forme et des imaginaires. En fait, vous verrez. Les pressions environnementales ne justifient pas une attitude uniquement fonctionnaliste, précisément parce qu'aujourd'hui, c'est ce même fonctionnalisme qui génère ces pressions environnementales dans un cycle perpétuel. À chaque époque, face aux crises et aux conflits, l'homme n'a jamais renoncé à croire et à imaginer quelque chose qui allait au-delà. À quoi s'accrocher, lui donnant forme dans la tentative même de vivre. C'est pourquoi l'homme est intrinsèquement un architecte, ou, comme le disait l'artiste Barnett Newman, « The first man was an artist ». Et je lui cite directement. Devons-nous dire que le premier homme a appelé Dieu, le soleil, les étoiles dans un acte de communication, et seulement après avoir terminé son travail quotidien? Le mythe est apparu avant la chasse. Le but du premier discours de l'homme était de s'adresser à l'inconnu. Son comportement trouvait son origine dans sa nature artistique. Et je ferme la citation. C'est pour cette raison que nous avons décidé de consacrer cette partie du séminaire aux rêveries et à l'enchantement du monde, une prémisse fondamentale, comme nous l'enseigne Gaston Bachelard, qui a écrit d'ailleurs L'eau et les rêves, pour chaque tournante historique dans l'histoire humaine et surtout dans la science. L'eau est le sujet idéal pour rêver. L'eau multiplie, reflète et rend la réalité plus complexe. L'eau est un organe sensible, capable de révéler les motifs. Et avec motifs, j'entends soit les raisons d'être, soit le trame, qui relie tout. Et comme le père de la cybernétique Gregory Bateson disait, « the pattern that connects everything ». C'est avec l'eau que l'architecture est appelée à tester les adhésions possibles de ces géométries à la description de la métamorphose. Les formes transcrites ne sont donc pas à lire de manière univoque dans leur exactitude, mais dans leur capacité d'évocation géopoétique. Chaque ligne porte en elle un caractère qui est une trace connotative de son propre rythme et de sa propre humeur. Il y a des équilibres internes dans les composantes du motif, des tensions, des familiarités, des dynamiques. L'invitation, donc, est de se laisser aller à l'évocation associative des idées en saisissant les caractères d'un lieu, ouvrant de nouveaux champs poétiques et plastiques. Ce sont ces imaginaires, ces plateformes à fort potentiel cognitif que nous devons faire l'effort de traduire en forme. C'est en ce sens que le pouvoir imaginatif de la poésie du vécu prend une valeur concrète et opérationnelle, reflétant l'étymologie ancienne de ce terme, de l'ancien grec
poiesis, ou faire, et moi j'ajouterais faire des lieux, fabriquer des lieux. C'est sur ce principe que Frank Lloyd Wright, dans son œuvre peut-être la plus emblématique, la Falling Water House de 1936, crée l'un de ces moments magiques dans un détail qui passe souvent inaperçu. L'articulation des corps bâtis trouve son apogée dans un petit escalier extérieur suspendu par des tirantes qui soutiennent une plateforme flottante à quelques centimètres du ruisseau. Elle crée un espace absolument sans fonction, une chambre extérieure qui permet un contact et sculpte un lieu de réflexion qui se projette, littéralement, s'épanche sur l'eau. Comment pouvons-nous, donc, les architectes, repenser nos imaginaires, et aussi l'humanité, et reconstituer un lien culturel plus profond avec l'eau? Dans ces cas, nous avons pensé que la leçon à tirer pouvait également venir de Carlo Scarpa, un architecte italien extraordinaire du dernier siècle, sur l'œuvre duquel Stefano Croci et Silvia Siberini ont réalisé ces puissants docufilms réalisés, sortis en 2023. Il padiglione dell'acqua, les pavillons de l'eau. Et donc, c'est un peu le moment de s'adresser à votre capacité imaginative, de se laisser transporter par ces images qui flottent sous nos yeux avec cet rythme, je dirais, fluide, aussi cette lenteur fluide. Et bonne vision.